L'islam politique va naître. Donc 1924, abolition du califat, 1928, création des frères musulmans. Il y a une relation de cause à effet quasi immédiate. Sur le plan historique, c'est instantané. Et donc l'islam politique va être très rapidement utilisé par les Britanniques via le Foreign Office, les services secrets, puis par, par les Américains, comme outil politique et outil de déstabilisation du pouvoir, notamment en Égypte et ensuite au-delà. Donc l'islam politique, c'est l'instrumentalisation politique du fait religieux. On va utiliser toute la terminologie islamique, parler même de califat, de rétablissement du califat, mais ce, à des fins politiques. Alors tout ça, je l'explique dans un dossier détaillé qui s'appelle l'islam politique, publié sur Strategica, qui est c'est un dossier de 60 pages, extrêmement sourcé, donc je ne vais pas refaire ici l'histoire de l'islam politique, mais en gros, vous avez deux branches. Vous avez la branche des frères musulmans qui tire ses racines du réformisme islamique. Le réformisme islamique, c'est Malkoun Khan, Jamal ad-Din al-Afrani, Mohamed Abdou, Rachid Rida, jusqu'à Hassan al-Banna, qui font les frères musulmans. Et le réformisme islamique est né dans les loges maçonniques. C'est documenté, j'en apporte toutes les preuves. Les fondateurs du réformisme islamique sont tous francs-maçons. Malkoun Khan, Jamal ad-Din al-Afrani, Mohamed Abdou et Hassan al-Banna, lui, va organiser les frères musulmans sur le modèle maçonnique, avec les rites d'initiation maçonnique. Et certains membres haut gradés des frères musulmans étaient également des hauts gradés de la maçonnerie. Sans parler du fait que Hassan al-Banna, le document à l'appui, était financé par les Britanniques depuis au moins 1942. Je dis au moins 1942. Puis il a rencontré les Américains fin des années 40. Puis son successeur, son bras droit et son fils spirituel, Saïd Ramadan, lui va ouvertement travailler pour les services secrets britanniques et les services secrets américains et va se retrouver à la Maison Blanche, invité par Eisenhower avec un groupe des frères musulmans. Et de l'autre côté, vous avez une autre branche qui s'appelle Excusez-moi, Oui. Saïd Ramadan, qui a un lien avec Tariq. C'est le père de Tariq C'est le Ramadan. père de Tariq Ramadan. Le père de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, donc Saïd Ramadan, s'est marié avec la fille de Hassan al-Banna. Et ils ont eu plusieurs enfants, dont Tariq Ramadan. Voilà. Ce qui explique aussi la trajectoire de Tariq Ramadan, Oxford, Qatar, prenant position en faveur des terroristes en Libye, qu'il appelait les Freedom Fighters, en faveur des rebelles, l'armée syrienne libre en Syrie qui égorgeait à tour de bras. Bon, les chiens ne font pas des chats. La trajectoire de Tariq Ramadan s'explique par sa filiation, quoi qu'il en dise. On ne se retrouve pas au Qatar, en Angleterre, à défendre ces groupes terroristes comme ça par hasard. Il y a une continuité. Je ne dis pas qu'il y a un destin, mais bon, on est chacun libre de ses choix. Mais force est de constater que le grand-père travaillait pour les Britanniques, le père travaillait pour les Britanniques, et le petit-fils se retrouve. Il a d'ailleurs conseillé Tony Blair dans les années 2000, après que Tony Blair ait participé à la grande boucherie d'Irak. Hein. Je rappelle qu'il y a eu plus d'1 million de morts et qu'après cela, Tariq Ramadan était conseiller de Tony Blair. Donc en fait, on a affaire à des gens qui utilisent l'islam, qui se présentent en fait comme des monsieur islam, comme s'ils étaient l'islam eux-mêmes, à des fins bassement mondaines. En fait, ce que vous dites, on voit vraiment qu'il y a un lien entre du coup, cette première branche de l'islam politique et le réformisme islamique et l'impérialisme anglo-américain, en fait. Et les deux se rejoignent, en fait, dans les principes maçonniques de la République universelle. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je rapporte dans mon dossier que Jamal ad-Din al-Afrani est venu à Paris, qu'il a eu accès aux colonnes de journaux, notamment le journal de Clémenceau. Il a eu des échanges avec Ernest Renan. Il partageait les vues d'Ernest Renan, donc les vues anticatholiques et les vues anti-musulmanes. Vous voyez, et il a été une des loges maçonniques qu'il a créées en Égypte, donc Jamal ad-Din al-Afrani, a été rattaché au Grand Orient de France. Vous voyez, et il était aussi lié, il a été membre de la maçonnerie anglaise. Donc, l'islam politique, pour résumer, hein, pour les gens qui n'y connaissent strictement rien, l'islam politique, c'est la franc-maçonnerie française, Grand Orient, c'est la franc-maçonnerie britannique, c'est les services secrets britanniques, c'est le Foreign Office britannique, et c'est la CIA. Voilà, c'est ça l'islam politique. Donc,
l'islam politique est aussi éloigné de l'islam réel que n'est l'hindouisme ou le bouddhisme. Ça n'a strictement rien à voir. L'islam. C'est juste une coloration, en fait, le mot d'islam dessus. Enfin, Oui, on va coller, en fait, on va coller, Hassan al-Banna va le faire, c'est-à-dire qu'il va coller une terminologie islamique sur un mouvement révolutionnaire de subversion et qui va être utilisé notamment après contre Nasser. Mais c'est une histoire compliquée parce que Nasser était lié aux frères musulmans, il faisait partie des officiers qui avaient d'ailleurs prêté allégeance aux frères musulmans, c'était des alliés avant que les frères musulmans ne se retournent contre ces officiers en faveur des Britanniques qui les finançaient. Et puis l'autre mouvement, c'est le wahhabisme, donc saoudo-wahhabisme, qui naît au XVIIIe siècle et qui va être finalement établi, c'est-à-dire le royaume saoudite établi enfin le couronnement, si je puis dire, de Abdelaziz ibn Saoud en 1925, puis la création de l'Arabie saoudite en 1932, c'est-à-dire l'accaparement de l'Arabie par une tribu, les Saouds, se fait grâce aux Britanniques. C'est l'agent secret Philby qui était, comme on disait, comme le rapporte Xavier de Haute-Cloque, qui était en Arabie à l'époque, qui était le roi occulte d'Arabie. Et c'est via Philby que la Grande-Bretagne versait un salaire à Abdelaziz ibn Saoud de 60 000 livres sterling par an. Donc, ce sont les Britanniques qui ont créé indirectement le royaume d'Arabie Saoudite, comme c'est eux qui ont soutenu les frères musulmans. Donc l'islam politique, ces deux mouvements, frérisme, réformisme et wahhabisme, sont les deux principaux courants de ce qu'on va appeler l'islam politique aujourd'hui. Alors quand on parle aujourd'hui à la télévision, quand les hommes politiques, les journalistes dont fait partie Zemmour, etc., parlent d'islam politique, ils ne savent déjà eux-mêmes pas de quoi ils parlent. Ils sont totalement ignorants de cette histoire, ils ne savent pas de quoi ils parlent, d'autant plus qu'ils jouent, eux, un double jeu, puisque les hommes politiques français signent des contrats d'armement avec les tenants, entre guillemets, de cet islam politique, notamment Manuel Valls, qui désigne l'islamisme comme ennemi, mais qui passe juste avant les attentats du 13 novembre, un mois avant, un contrat d'armement 10 milliards d'euros avec l'Arabie Saoudite. Éric Zemmour déclare sur CNews qu'il est tout à fait favorable à une alliance avec l'Arabie Saoudite. Vous voyez, en fait, ces gens-là tiennent un double discours, c'est-à-dire qu'ils condamnent les effets alors qu'ils valident les causes. C'est eux qui sont ce ne sont pas les musulmans de France qui sont les alliés de l'islam politique. Les musulmans de France, à la limite, ils ne savent même pas ce que c'est que l'islam politique. On leur parle d'islam politique du matin au soir, mais la majorité d'entre eux ne connaissent pas l'histoire de l'Arabie Saoudite, ne connaissent pas l'histoire des frères musulmans, ils ne connaissent pas l'histoire du réformisme islamique. Ils connaissent tout simplement l'islam traditionnel que leur a transmis leurs parents. Les hommes politiques français sont beaucoup plus impliqués dans l'islam politique que ne le sont les musulmans de France. Et je voudrais juste revenir sur quelque chose. Vous avez dit qu'il y avait une personnalité militante du réformisme islamique qui avait fréquenté Ernest Renan. C'est Jamal ad-Din al-Afrani. Enfin, fréquenter, c'est un grand mot, mais voilà. Et ils ont eu un échange. Jamal ad-Din al-Afrani a répondu à Ernest Renan qui avait donné une conférence. Je rapporte le texte d'Afrani, c'est paru dans un journal en France en 1883, où en fait il valide toutes les thèses d'Ernest Renan. C'est assez intéressant parce que Zemmour a cité Renan dans une de ses dernières émissions, en disant on voit vraiment la contradiction qu'il y a à la fois se revendiquer de l'islamisme et en même temps s'acoquiner avec quelqu'un comme Renan qui a dit une phrase que Zemmour cite qui est « Il y a une hostilité instinctive de l'islam pour la rationalité ». Il y a une hostilité instinctive de l'islam pour la rationalité. Tout ce qui vient de l'islam, et notamment la langue arabe, est hostile à la science, car la science est, d'après sa définition, une émancipation de l'esprit par rapport au message de Dieu, alors que l'arabe est connoté au Coran, donc connoté à la religion, donc hostile à la science. Il n'y a pas de développement scientifique, il n'y a pas de développement philosophique, il n'y a pas de développement artistique dans une civilisation qui prendrait comme langue l'arabe. Et des personnes qui prônent ça se retrouvent des alliés idéologiques du réformisme islamique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose de très contradictoire quoi, entre l'islam politique et l'islam. Oui, alors je vais quand même répondre là-dessus. Jamal ad-Din al-Afrani
effectivement, valide la thèse d'Ernest Renan. Il dit que les peuples musulmans doivent se débarrasser de l'islam pour eux aussi entrer dans la civilisation. Mais en fait, Jamal ad-Din al-Afghani tient un double discours. Il tient un discours où vis-à-vis des populations arabophones, où il fait même la promotion, l'apologie du fanatisme. Et quand il est à Paris et qu'il s'adresse en fait à ses vrais frères, puisqu'il était franc-maçon, là, il s'attaque à l'islam et il dit qu'il est favorable à une disparition de l'islam. Alors, concernant la science, la civilisation musulmane, alors, bon, Ernest Renan était un rationaliste, était même un positiviste, et c'était un anti-religieux, un anti-catholique, très certainement franc-maçon. Donc, on se cache derrière un magistère, une sorte de magistère intellectuel, pour faire la promotion d'idéologies rationalistes, progressistes, maçonniques. Or, si on se penche sur l'histoire de l'islam, dès les premiers siècles, il y a un essor intellectuel et scientifique comme rarement il y en a eu dans même l'histoire de l'humanité. Je veux dire, c'est quand même dans le monde musulman qu'on a vu se développer de façon quasiment explosive les sciences profanes, l'astronomie, les mathématiques, l'invention du zéro, ce qui n'est pas rien. Les canons de la médecine jusqu'à l'époque moderne viennent d'où? Ce sont les canons d'Avicenne, Ibn Sina, qui était un philosophe musulman et un scientifique musulman. Il est même le fondateur de la géologie. Et vous avez un certain nombre de scientifiques qui vont notamment développer des théories sur l'optique. Le fait que la lumière ne vienne pas des yeux, mais que les yeux reflètent la lumière, c'est un scientifique musulman qui va le découvrir. Son texte traduit en latin par des moines va se retrouver dans les mains de Descartes, et Descartes va reprendre cette étude scientifique et va se l'approprier. C'est pas pour rien si un certain nombre de moines, notamment en Italie et en Espagne, vont apprendre l'arabe pour traduire des traités scientifiques de l'arabe au latin. Alors il faut lire des ouvrages que certainement n'a pas lu Éric Zemmour, des livres comme par exemple ceux de Sigrid Hunke, qui est une élève de Martin Heidegger, une Allemande, qui a écrit un livre qui s'appelle Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Je lui recommande aussi, je recommande au lecteur de lire aussi L'expansion musulmane de Robert Mantrand. Robert Mantrand, qui est un des plus grands turcologues du XXe siècle, qui a écrit un classique sur l'expansion musulmane, bref, je pourrais encore en citer plein. Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes. Alors, dire que la langue arabe n'est pas scientifique, je veux dire, c'est absurde. Non, mais c'est faux. C'est simplement faux. La langue arabe n'était pas seulement la langue liturgique, elle était la langue administrative et la langue scientifique, à tel point que les Perses eux-mêmes, on ne peut pas dire que que la Perse n'ait pas bâti une grande civilisation. C'est une grande civilisation. Ils sont devenus musulmans. Mais pour ce qui est des sciences, ils utilisaient l'arabe. Ça veut bien dire que c'est une langue qui était utile. La langue arabe contient, je crois, entre 60 000 et 80 000 mots, d'accord? Mais la langue arabe, la quasi-totalité de ces mots sont des mots polysémiques. C'est-à-dire ce sont des mots qui ont plusieurs sens. Vous avez des mots arabes qui ont plusieurs centaines de significations différentes. En fonction du contexte et de la construction de la phrase, ça peut prendre une... Donc, on peut... Donc, de façon concrètement, la langue arabe a plusieurs centaines, plus de 100, encore là je suis gentil, plus de 100 000 mots dans son vocabulaire. Les mathématiques étaient faits en arabe, les textes poétiques, etc. Donc, dire que non, c'est absolument faux, c'est un mensonge, mais Éric Zemmour est coutumier du fait. Éric Zemmour, c'est simplement un propagandiste. Simplement un propagandiste.